Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit, VEDD, le podcast du cabinet de recrutement Fed Legal. Je suis Audrey Deléris et je suis ravie de recevoir Olivier Catherine, secrétaire général du groupe Sonepar. Olivier, comment allez-vous aujourd'hui ? Écoutez, très bien. On est en ce lundi matin après un week-end un peu pluvieux, mais agréable, après une période qui était assez chargée pour moi, avec notamment l'Assemblée générale des actionnaires il y a tout juste quelques jours. Merci de prendre le temps et rassurez-vous, je crois que le soleil va revenir. Donc je n'ai aucune maîtrise là-dessus, mais j'ai bon espoir. En tout cas, merci de prendre le temps justement, de partager votre expérience et il y a quelques questions que j'ai préparées pour vous, ça commence bien, je n'arrête pas de m'affouiller d'en parler juste avant que j'appuie sur le bouton d'enregistrement. Donc on va commencer. Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Qui êtes-vous ? Oui, donc bonjour à tous et à nouveau bonjour Audrey. Donc je suis donc Olivier Catherine, je suis secrétaire général du groupe Sonepar, qui est le leader mondial de la distribution de matériel électrique aux professionnels. Donc on est B2B, c'est un groupe qui a été créé en 1969. Qui est un groupe familial, indépendant, donc qui est détenu par deux familles qui sont les mêmes familles depuis l'origine, donc il y a un peu plus de 50 ans. Donc non coté en bourse, ce qui explique aussi qu'on soit relativement peu connu. Donc ça fait précisément 6 ans, et auparavant, j'ai commencé ma carrière, on y reviendra peut-être, en cabinet d'avocat, chez Sullivan & Cromwell. Ensuite, je suis passé chez Gaz de France, donc qui est désormais Engie, dans différentes fonctions, et ensuite j'ai passé une décennie environ chez Bureau Veritas avant de rejoindre Sonepar. Voilà, sinon moi je suis originaire de la région parisienne, avec des origines à la fois normandes du côté de mon père et dauphinoises du côté de ma mère. Et je suis marié, j'ai 3 enfants. Voilà. Merci pour cette présentation. Bien occupé. je n'en doute pas. En termes d'études, vous avez commencé par être avocat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi le droit au départ ? Oui, effectivement. Moi, au lycée et même déjà au collège, j'aimais beaucoup tout ce qui était géographie, histoire géo. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'économie en classe de seconde de mémoire. J'étais intéressé par la politique, tout ce qui était institutionnel, géopolitique, et donc je me suis orienté finalement assez naturellement vers une carrière, vers un cursus à la fois tourné vers l'économie et la gestion, D'accord. Et le juridique, puisque j'ai fait une classe prépa à ce qui était à l'époque l'ENS Cachan, qui est maintenant l'ENS Rennes. Donc droit, économie, gestion, D1 dans le langage, dans le jargon, et donc ce qui m'a beaucoup plu, puisqu'il y avait un panachage des matières donc de gestion, d'économie, juridique, d'anglais aussi, langue étrangère. Donc c'était ça correspondait parfaitement à mes aspirations. Et justement, c'est un cursus qui dure 5 ans alors, l'ENS. Voilà, il y a 2 ans de classe prépa. D'accord. Et ensuite l'ENS c'est 4 ans. D'accord. Avec un cursus en parallèle à l'école, donc tout ce qui est économie, gestion, et à l'université. À l'époque, il y avait une convention avec Paris 1, donc j'ai fait le cursus, je dirais normal, juridique jusqu'au DEA inclus. D'accord. Et tout en faisant l'ENS Cachan et la grecque d'économie et gestion en parallèle. D'accord. Donc c'était un peu un combo. Ok, donc vous étiez bien chargé durant vos études. Voilà, et puis j'ai fait mon service militaire au Sénégal. D'accord. Donc ça, j'étais très content de faire mon service militaire dans la marine, j'étais un des tout derniers. Et ensuite, j'ai fini mes études aux États-Unis en faisant un LLM à l'université de Virginie. Donc Virginie, c'est à Charlottesville, c'est à 2 heures de voiture au sud de Washington. D'accord. Ok. Voilà. Et à votre retour, vous devenez avocat. Et donc, en fait, aux États-Unis, puisque j'ai commencé chez Sullivan & Cromwell, donc ce cabinet d'avocats qui est à New York. Donc, j'étais dans le Foreign Lawyers Program. Donc, ils ont un programme qui fête d'ailleurs, je crois, c'est 75 ans cette année, et qui vise à accueillir un certain nombre d'étudiants de différents pays, donc généralement entre 5 et 10 par an, qui sont amenés soit à intégrer définitivement ou à titre plus pérenne le cabinet, ce que j'ai fait, puisqu'ensuite j'ai rejoint leur bureau de Paris, D'accord. Ou soit à repartir dans leur pays et puis servir éventuellement de correspondant, de best friends comme on dit, du cabinet dans différents pays du monde. D'accord. Donc déjà avec un parcours universitaire et de formation très dense pour le coup avant de commencer en tant qu'avocat. Et vous étiez dans quelle pratique en tant qu'avocat ? Alors en tant qu'avocat, c'était ce qu'ils appellent le general practice, qui était droit des affaires. En fait, chez Sullivan & Cromwell, la pratique, c'est que les 2 premières années, vous êtes généraliste du droit des affaires avant de vous spécialiser, ce qui est à mon avis une assez bonne chose pour voir un peu différents aspects du droit
et après voir ceux qu'on aime plus, ceux sur lesquels on est plus à l'aise. Donc il n'y a pas d'ultra spécialisation d'entrée de jeu, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire. Ce qui était à mon avis, ce qui est une force du cabinet. D'accord. Et donc tout s'est bien passé. Et au bout de 3 ans, vous décidez de rejoindre l'entreprise. Comment ça s'est fait ce passage? En fait, moi j'avais fait tous mes stages au préalable en entreprise. Ça m'avait beaucoup plu, le fait de travailler en mode pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des commerciaux, des opérationnels, d'autres fonctions support, d'être très adossé à un projet de long terme, un projet économique, que ce soit un projet de service ou un projet industriel. Donc moi, c'était la voie que j'envisageais de prendre, mais je m'étais dit qu'un passage en cabinet d'avocat était quand même excellent en termes de formation, surtout, je dirais, aux États-Unis. Donc il y a quand même une formation, un apprentissage, un training qui est excellent, et je pense que c'est quand même de très bonnes bases pour ensuite pratiquer en entreprise. Et c'est même utile de savoir comment fonctionne un cabinet quand on devient ensuite le client, oui. Pour connaître un petit peu les ficelles du métier. Et pour pouvoir encore mieux collaborer avec eux. Exactement, exactement, parce qu'on est sur des projets parfois à long terme, avec de gros enjeux, et donc effectivement c'est un partenariat. Donc nous on est dans l'équipe projet interne, les avocats et d'autres spécialistes parfois sont un peu des externes au projet, mais c'est quand même des projets de plus en plus intégrés si on veut réussir à les mener à bout. Ok, donc là vous passez côté entreprise, vous êtes content de ce passage quand... Ravi, effectivement. Donc j'ai fait un choix qui a pu paraître à certains un peu bizarre, puisque je quittais un grand cabinet américain de Wall Street pour aller dans une entreprise Gaz de France, qui était publique, française, oui. avec le statut de gazier comme on disait à l'époque. Mais j'étais vraiment dans l'international. J'étais pas dans les métiers qu'on connaît un peu plus, donc la distribution, le transport de gaz. D'accord. J'étais dans l'exploration-production. D'accord. Donc un petit peu comme Total. La direction négoce, donc les contrats d'achat et de vente, mais plutôt d'achat de gaz et de gaz naturel liquéfié. Et puis j'ai travaillé aussi 1 an sur l'IPO de Gaz de France. Donc là, l'expérience que j'avais pu acquérir chez Sullivan & Cromwell a été très utile et j'ai pas regretté. Et c'est peut-être un conseil d'ailleurs que je peux donner aux jeunes, c'est que j'avais à l'époque 3 offres et j'ai pris celle qui était la moins bien payée, mais qui me paraissait la plus intéressante, non seulement à titre personnel par rapport à mes aspirations, mais aussi en termes de développement, d'apprentissage, parce que je pense qu'une carrière c'est long, on parle d'une 40aine d'années, peut-être plutôt 45 maintenant, et il était important de s'inscrire dans une logique d'apprentissage et je dirais d'amélioration continue, comme on dit un peu en matière de gestion. Merci de donner conseil pour le coup, parce que nous, en tant que recruteurs, il est vrai qu'il y a beaucoup de profils, notamment des profils plus juniors, qui forcément veulent être bien payés, comme tout le monde, c'est normal. Mais c'est vrai que de rappeler ce que vous venez de dire à l'instant, que c'est aussi une étape en fait dans une carrière et qu'on doit apprendre et qu'on peut pas tout avoir tout de suite, une très bonne rémunération, de magnifiques dossiers. Il faut aussi ne pas brûler les étapes. Et là, je pense que votre parcours en est la preuve. Donc, c'est pas parce que vous avez pris l'offre la moins payée à l'époque que vous n'avez pas eu une belle carrière. Bien au contraire. Oui, je pense qu'il faut faire attention un peu au miroir, aux alouettes, au court-termisme, où effectivement on pense qu'en faisant des sauts de puce, on va améliorer sa rémunération, probablement qu'effectivement c'est le cas, mais je pense qu'il vaut mieux se placer dans une logique de long terme. Encore une fois, une carrière maintenant, surtout pour les jeunes générations, on vise 45 ans, ça sera peut-être même un peu plus d'ici quelques années ou décennies, donc il faut vraiment se dire qu'est-ce qui correspond d'abord à ses goûts. C'est plus important finalement que gagner 5 ou 10% de plus. Parce que si on aime ce qu'on fait, on va progresser et on va être meilleur dans son job. Donc ça, c'est clé. Et il faut avoir une logique aussi d'employabilité. Donc dans les choix que je vais faire, qu'est-ce qui va faire que je vais développer des compétences qui seront utiles plus tard? Et ça me paraît très important. Donc encore une fois, attention aux décisions qui seraient trop guidées par le court-termisme. Je prends note de ce conseil en effet que tout le monde devrait en effet écouter. On fait un bond dans le temps. Là, vous êtes aujourd'hui donc secrétaire général. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer en quoi ça consiste d'être secrétaire général? Quelles sont vos missions? Quel est votre périmètre aujourd'hui? Je pense que c'est effectivement une bonne question parce que secrétaire général, c'est une notion assez française. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secrétaire général dans tous les groupes. Et quand il y en a, c'est souvent à géométrie assez variable. Donc les périmètres varient beaucoup d'une entreprise, d'une industrie à l'autre. Moi, j'ai, je dirais, 4 grands piliers dans mon activité. Il y a tout ce qui est gouvernance, puisque j'assume le secrétariat à la fois du board et du comité d'audit. Donc il y a tout ce travail de coordination, de rédaction des PV, qui peut paraître un peu aride, mais qui est très important, parce que on va refléter quand même un certain nombre de décisions. Il
faut aussi faire attention à la façon dont on écrit les choses pour pas prêter le flanc à des critiques, voire à des problèmes. Le deuxième pilier, c'est le pilier juridique et compliance. Donc moi, je suis assez attaché. Je sais que je comprends qu'il y a tout à fait plusieurs positions à cet égard, mais j'aime bien, moi, combiner le juridique et la compliance, pas détacher les deux, pour que la compliance soit pas un petit peu hors sol. Donc adossé au juridique, parce que le juridique, c'est le soutien aux acquisitions, c'est la rédaction, la négociation des contrats, c'est la gestion des contentieux. Donc il y a une proximité quand même assez forte avec les opérationnels. Et en plus, qu'est-ce qu'on met dans le champ juridique, qu'est-ce qu'on met dans le champ compliance? Par exemple, le droit de la concurrence, ou pour les sociétés cotées, le droit boursier, c'est du juridique, c'est de la compliance. C'est pas toujours facile à définir une ligne de crête. Donc pour vous, autant les réunir. Moi, je préfère les réunir, cas. et généralement, moi, enfin en tout cas, les équipes sont davantage motivées à gérer les deux. Et encore une fois, il y a une imbrication très forte. Troisième pilier, c'est les risques et les assurances, donc tout ce qui est, je dirais, gestion du programme d'assurance du groupe. Et dans un environnement aussi volatile que nôtre, avec notamment aussi maintenant les risques climatiques, c'est un sujet de plus en plus prégnant, avec la judiciarisation croissante de la vie et des affaires, notamment en France. Il y a là tout ce qui est assurance RCMS, donc D&O en anglais, qui prend aussi beaucoup d'importance. Il y a également donc pas la partie risque, qui est évidemment très liée, tout ce qui est cartographie des risques, et je dirais cartographie au pluriel, parce qu'on fait beaucoup de cartographie maintenant, qu'on essaye chez Sonepar d'ailleurs un petit peu d'homogénéiser, puisqu'on a la carto corruption, trafic d'influence, on a les cartographies des risques globales, on a des cartographies RSE, droits humains, donc on brasse de plus en plus de sujets. Donc l'idée, c'est de pas complexifier, de pas rendre l'effort trop technique et un petit peu trop abstrait. Donc là, il y a beaucoup de travail. Et puis évidemment, gestion de crise, puisque dans les grands groupes, il y a forcément des crises à gérer, ou en tout cas à prévenir. Et on préfère évidemment les prévenir que les gérer. Et enfin, un quatrième pilier qui est peut-être assez spécifique à Sonepar. Donc moi, j'ai m'est rattaché le service titre, qui s'occupe de tout ce qui est gestion des transferts de titres, donc notamment par évidemment les actionnaires familiaux. D'accord. Et aussi l'administration des plans d'actionnariat salarié. On a un programme qui est très dynamique d'actionnariat salarié et qui en fait passe par une société dédiée. Donc on a un montage qui est un petit peu unique, je pense, en France. Et donc ce qui requiert une grande ingénierie juridico-comptable et opérationnelle. Donc on gère, et on a de plus en plus deux sujets qui émergent. Alors un qui est le HSE, donc c'est sécurité santé au travail, donc qui est maintenant récemment tombé dans l'escarcelle du secrétariat général. D'accord. Et on a un rôle croissant sur tout ce qui est RSE. Et je pense que c'est probablement une discussion qu'on a beaucoup sur la place. C'est que la RSE, qui était beaucoup du soft law, des bonnes pratiques, des recommandations, qui devient maintenant de plus en plus du hard law, donc c'est maintenant très réglementé, ça devient quelque part de la compliance, avec notamment le devoir de vigilance, mais aussi le reporting extra-financier. Et donc c'est une matière qui requiert de plus en plus de technicité juridique, parce qu'il y a des enjeux de réputation, des enjeux même juridiques, voire judiciaires. Et donc aujourd'hui, on mobilise de plus en plus la compétence des juristes et aussi d'ailleurs des risk managers. Ok, donc là c'est vraiment quelque chose de transverse où tout le monde en fait travaille sur les sujets RSE de manière transverse. Voilà, et donc nous on a une task force qu'on anime au secrétariat général avec les ressources humaines et également la direction développement durable, la communication aussi, puisqu'il y a tout un aspect reporting, donc par définition il y a de la communication, et aussi la finance notamment pour tout ce qui est taxonomie. Et là, c'est une matière qui foisonne en ce moment et qui nous donne, je pense, à tous beaucoup de travail. Je vous confirme. Ça, c'est pas beaucoup. Ok, merci pour cette présentation. Vous avez combien de personnes au total pour que les gens se rendent compte un peu? Oui, on est, alors au dernier compte, on est 68 dans le monde. D'accord. Donc on est présent dans 40 pays, on a 45 000 collaborateurs, donc 68 juridiques, au secrétariat général au sens large, voilà, dans la filière, je dirais. Donc c'est pas beaucoup, c'est un ratio qui montre qu'on est une fonction très lean, et dont sur les 68, on est à peu près 20 à Paris, donc au siège. D'accord. Et vous avez combien de personnes qui vous reportent? C'est les 68, soit en direct, soit en fonctionnel, en dotted line. Mais pas en direct directement. Non, rassurez-vous. Non. Ok. Non, on est organisé en région, donc moi j'en ai j'ai 3 personnes qui me reportent directement en centrale, au siège. Et ensuite, j'ai les directeurs juridiques et compliance de région. Donc on a Amérique, Europe de l'Ouest, Europe centrale et nordique, et enfin Asie-Pacifique qui me reporte également. D'accord. Merci pour cette explication. Donc là, on voit bien que vous avez un des 4 pays qui reste très juridique et compliance, mais comme vous avez été aussi directeur juridique
et que vous êtes aujourd'hui secrétaire général, quelle est la différence selon vous? Secrétaire général, je dirais que la matière est plus large. Je pense qu'avec les différents piliers, c'est la dénomination que j'employais, montre que il y a le juridique, il y a un barycentre, je dirais, un tropisme juridique fort. Mais secrétaire général, il faut avoir l'appétit pour brasser des matières qui sont connexes, qui sont pas stricto sensu juridiques. La gestion des risques, les assurances, l'actionnariat salarié, bien sûr, il y a une dimension juridique, comme dans beaucoup de choses maintenant, de plus en plus. Mais ce sont des sujets différents, avec quand même des compétences différentes. Donc il faut aimer et avoir la volonté de sortir de son périmètre vraiment juridique. Et donc ça, c'est une question, je dirais, d'aspiration personnelle. Et puis aussi, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est quel est le parcours qu'on a bâti et qu'est-ce qu'on a fait pour éventuellement élargir son horizon. C'est ça. Et donc il y a un choix. Alors moi, j'ai fait le choix plutôt d'élargir cet horizon, d'élargir un peu le champ de compétences, le terrain de jeu, si j'ose dire. Mais certains choisissent plutôt de la spécialisation, que ce soit en entreprise ou a fortiori, je pense, en cabinet d'avocat. Donc ça montre qu'on est une fonction, certes d'expert, mais avec des voies possibles qui sont finalement très différentes les unes des autres. C'est ce qui fait aussi le charme de la profession, je pense. On peut s'épanouir dans différentes configurations. Oui, il n'y a pas une seule voie pour le coup. Exactement. On peut ne pas être avocat, avoir une belle carrière. On peut être avocat, avoir une belle carrière. On peut décider de sortir un peu de juridique ou d'élargir, et tout est possible et on peut s'épanouir de différentes manières. Exactement. Et même, je pense qu'il faut promouvoir les passerelles aussi. On a ce défaut en France d'être un peu chacun dans une ligne de nage. On fonctionne quand même historiquement beaucoup en silo, notamment, dans les fonctions juridiques, mais pas que. C'est un petit peu dommage. Moi, je regrette surtout par rapport à mon expérience et mon vécu aux États-Unis, où tout le monde fait les mêmes études de droit, tout le monde passe le barreau, et ensuite certains vont aller travailler pour un juge, certains vont aller en cabinet d'avocat, en entreprise, travailler pour une ONG, ensuite passer dans l'enseignement, ensuite passer dans une autorité administrative indépendante, dans un ministère. Et donc il y a voilà, pendant toute la carrière, vous avez des passerelles qui font que les juristes au sens large du terme s'enrichissent de leurs différentes expériences. Or en France, généralement, vous passez le concours de l'ENM, vous allez être juge pendant 42 ans. Vous allez en entreprise, historiquement en tout cas c'était ça, vous restiez juriste d'entreprise pendant 42 ans également, etc., etc. Et je pense qu'on a vraiment intérêt tous ensemble à faire en sorte qu'il y ait davantage de brassage, puisque finalement c'est la diversité des expériences qui font qu'on se bonifie et qu'on s'améliore. Et je pense que c'est une question qu'on a à se poser, puisqu'il y a un débat en ce moment sur l'attractivité de la France et notamment de Paris, place du droit. Il faut qu'on travaille tous ensemble à encourager ce melting pot d'expériences toutes juridiques, mais différentes quand même. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, puisque il y en a qui auraient peut-être la volonté, mais ils sentent pas forcément une grande réceptivité et ils ont peur aussi de comment ça va être reçu justement dans quelques années quand ils voudront revenir en entreprise après avoir été par exemple juge ou en tout cas une expérience un petit peu différente. Et c'est vrai que je le vois en tout cas chez mes clients, certains sont très ouverts et d'autres pas du tout. Et c'est pas toujours évident justement d'avoir eu des bifurcations entre guillemets dans sa carrière, même en dehors du droit, parce que parfois moi je rencontre des parcours et des personnes qui ont fait autre chose, et ce qui peut leur apporter énormément de qualités, de compétences autres qui peuvent être extrêmement bénéfiques dans leur métier de juriste. Et bon, il faut après en face avoir des directeurs juridiques, des secrétaires généraux qui sont ouverts pour justement les réintégrer au parcours un peu plus habituel entre guillemets. Absolument, je pense qu'il y a des barrières culturelles et organisationnelles aussi, avec des questions de statut qui sont probablement à faire évoluer. Voilà. Bon, bah écoutez, vous reviendrez dans 10 ans pour le podcast, je vous reposerai la question. On verra si on a progressé sur la question. Et justement, on parlait de qualité, de compétences. Pour vous, pour être secrétaire général, quelles sont les qualités nécessaires? Au-delà de aimer l'ouverture, évidemment, sur les sujets, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment importantes selon vous? Je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine schizophrénie, je dirais. Parce qu'il faut à la fois être très rigoureux. Donc là, c'est là où la formation juridique est très utile. Il faut faire preuve de très rigoureux, d'une très grande rigueur. On est quand même encore les gardiens du temple dans l'entreprise. Surtout à un moment où tout va très vite, où on a une vision parfois un peu court-termiste, où on est beaucoup sur des supports type PowerPoint. Or, parfois, il y a des études qui nécessitent de rédiger. Donc aujourd'hui, moi, je constate que, et même ça m'inquiète un petit peu, on a de moins en moins de capacité de rédaction en entreprise et peut-être ailleurs aussi. Et donc, je pense que là, le juriste est un peu ce gardien du temple
parce qu'il faut pouvoir expliquer les choses, les écrire. Donc il y a cette rigueur, mais il faut aussi faire preuve d'une certaine rondeur, parce que secrétaire général, vous allez être forcément en interaction avec tous les opérationnels, toutes les fonctions support. Hein, on est aussi un petit peu comme un cabinet. Moi, j'ai encore ce prisme de cabinet, mon expérience initiale de cabinet d'avocat. Donc, mes collègues sont mes clients internes aussi, voire surtout. Hein, on est collègues, mais ce sont aussi des clients. Donc, il faut avoir cette logique. Il faut faire preuve de détermination, parce que sinon, vous risquez de vous faire embarquer dans des influences, de tomber dans une certaine négligence ou un certain laxisme pour faire plaisir. Parfois, il faut tenir une ligne, il faut tenir un cap, tout en faisant preuve évidemment d'adaptabilité, parce que les situations évoluent, on fait des acquisitions, la gouvernance peut être amenée à évoluer elle-même. Donc ça, c'est cette chose-là. Après, il faut avoir aussi une vision. Ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir à la fois la vision stratégique, puisque justement, secrétaire général, on dépasse un peu le juridique, hein, même clairement le juridique. On est un petit peu un conseiller du CEO, du board, parfois d'autres fonctions support ou d'opérationnel. Donc il faut avoir la bonne compréhension de l'environnement dans lequel le groupe évolue, mais il faut aussi savoir descendre au niveau tactique. D'accord. Il faut savoir, sur des dossiers précis, on va attendre que vous, secrétaire général, vous donniez un avis sur tel sujet, sur un sujet important, un contentieux, un gros contrat, un projet de M&A. Donc il faut, pour moi c'est très important, garder ce côté quand même opérationnel juridique. Et donc savoir encore mettre les mains dans le cambouis, c'est important parce que donc encore une fois, si vous êtes justement en étant secrétaire du conseil, quand un board member se tourne vers vous et vous pose une question, il faut connaître vos dossiers, il faut connaître parfois un peu le détail des dossiers. Et c'est important, je pense aussi, comme on est une fonction experte, pour la légitimité aussi vis-à-vis des équipes et aussi vis-à-vis des avocats. Je remarque que c'est important. Il faut montrer que on maîtrise ces dossiers et on est quand même au courant des évolutions juridiques. Aussi, donc je disais schizophrénie parce qu'il faut être à la fois très discret, parce que on est au courant de dossiers qui relèvent du secret des affaires, de dossiers parfois très très confidentiels, et à la fois il faut faire preuve de plus en plus, je le remarque, de faculté de communication interne et même parfois externe, beaucoup plus rarement, mais en tout cas communiquer en interne, faire preuve de pédagogie, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est vrai, quand on impose des règles de compliance, par exemple, ou même des règles de gouvernance en interne, surtout dans un groupe décentralisé comme les Sonepar, au début, vous n'êtes pas forcément reçu avec la plus grande chaleur, mais donc du coup, c'est en communiquant, en expliquant, en faisant preuve de pédagogie qu'on va finalement convaincre tout le monde. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, l'exemplarité sur le plan éthique, notamment, ça va sans dire. Mais c'est capital. D'accord. Et selon vous, le directeur juridique ou la directrice juridique est le meilleur candidat pour devenir secrétaire général, ou il y a d'autres fonctions qui sont bien Non, pas aussi forcément, parce qu'encore une fois, c'est très hétérogène. Hein. Il y a un côté très protéiforme du secrétaire général en France. Donc, dans certaines entreprises, ce sont plutôt des anciens opérationnels, des ingénieurs, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas de loin de moi de penser qu'il y a un modèle unique. Les directeurs juridiques, du coup. Même si c'est vrai que de par la juridicisation croissante de la vie des affaires que j'évoquais tout à l'heure et notamment même la judiciarisation avec des impacts pour les groupes, pour les maisons mères, des impacts pour les mandataires sociaux et même parfois pour les administrateurs. C'est vrai qu'avoir en tout cas un background juridique, je pense, c'est quand même de plus en plus utile. Oui, c'est un atout. Ok. Voilà. Je pense que j'ai déjà la réponse à la question que je vais vous poser, mais je vais quand même le faire. Pourquoi est-ce que ça vous plaît, justement, ce métier de secrétaire général, par rapport à être directeur juridique, par exemple, comme vous avez exercé les deux fonctions ? Je pense que c'est ce côté diversité des sujets, tout en étant imbriqué. J'emploie souvent l'expression qu'on est un peu porteur des dispositifs de protection du groupe, le secrétariat général. Et je trouve que c'est tout à fait ça, parce que pour moi, un secrétariat général, il a finalement deux grandes ambitions dans sa feuille de route. C'est d'abord donc de protéger les actifs du groupe, tous les actifs physiques, les actifs corporels, notamment la propriété intellectuelle, la réputation d'un groupe, et les actifs humains avant tout, le capital humain. Notamment, j'évoquais le HSE par exemple, qu'on couvre désormais, mais même la protection juridique des salariés, qui est pour moi
crucial. Et l'autre grande feuille de route du secrétaire général, c'est l'accompagnement de la croissance du groupe, finalement, à travers de la croissance autonome, la négociation des contrats, la diffusion des contrats types, des conditions générales, l'accompagnement surtout aux opérations de fusion-acquisition. Donc on accompagne aussi la transformation du groupe, puisque beaucoup de groupes, évidemment, aujourd'hui se digitalisent. Donc ça crée des nouvelles problématiques en termes de cyber, de protection des données personnelles. Donc on est là pour accompagner et sécuriser en même temps ces nouvelles tendances. D'accord. Donc on fait des belles missions, évidemment. Voilà, et puis en plus, en étant secrétaire général et notamment en étant membre du COMEX, ça présente l'avantage d'être vraiment imprégné de toutes les grandes problématiques stratégiques, d'être impliqué dans les processus de décision, de prise de décision, ce qui est très important. Et donc ça, je trouve que c'est passionnant. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en lien vraiment quotidien avec à la fois le business et puis toutes les autres fonctions support du groupe. Ok. Merci de nous avoir expliqué pourquoi ça vous plaît. En parallèle, vous avez repris un cycle d'études à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Oui, donc l'IHEDN, c'est un peu une spécificité française qui a été créée dans les années 1930 par les armées, qui est aujourd'hui un institut qui dépend du Premier ministre, qui a été créé pour renforcer l'esprit de défense. Donc on comprend dans les années 30 le pourquoi. Et on comprend aussi aujourd'hui, malheureusement, compte tenu du contexte géopolitique dans lequel on évolue, pourquoi il est important de renforcer cet esprit de défense. Et donc c'est un peu une sorte de think tank, donc qui dépend encore une fois du Premier ministre, qui est dirigé par un officier général, et qui rassemble chaque année à peu près 100 personnes, un tiers qui sont des officiers supérieurs qui sont amenés à devenir généraux ou amiraux, et donc les 2 tiers qui sont des gens issus de la société civile, de tout secteur. Donc il y a des industriels, notamment dans la défense, mais pas que. Vous avez 2 ou 3 juristes ou avocats par an. Vous avez des gens issus du clergé ou plus largement des différentes confessions françaises, des syndicalistes, des députés, des sénateurs. Donc c'est très varié. Il y a tout un panachage de la société civile française et qui sont réunis pendant un an, et qui vont suivre un cursus à la fois de présentation de différents interlocuteurs issus du secteur de la défense et plus largement de la sécurité nationale, et qui vont être aussi embarqués pour des visites de sites militaires et puis plus largement de sécurité. Donc avec même des voyages. Par exemple, nous on a fait un déplacement à Djibouti auprès des forces armées françaises. D'accord. Donc ça, j'ai fait un déplacement aussi en Bosnie. On a visité par exemple la base de l'OTAN à Sarajevo. Donc vous êtes aussi embarqués dans les différentes armées pour apprendre à les découvrir. Et donc c'est extrêmement intéressant, très prenant. Il faut évidemment avoir l'accord de son entreprise. D'accord. Et donc c'est une année. Ensuite, c'est pas une année juste qui s'arrête en juin, puisqu'ensuite vous avez d'autres animations. Donc il y a toute une sorte de réseau pour cultiver ce lien de la société civile avec les forces armées françaises. Et d'ailleurs les forces armées également amies françaises, puisque chaque année vous avez 5 ou 6 officiers également étrangers, américains, anglais, italiens, etc., qui participent au programme. Donc c'est aussi très international. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour entreprendre justement ce cycle de formation, du coup, je sais pas si on peut dire formation, mais qu'est-ce qui vous a motivé, si je peux vous poser la question? Je pense que c'est des convictions personnelles. Moi, j'ai de la famille qui est décédée en tant que résistant dans les camps de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale. J'avais aussi un grand-père qui était et un arrière-grand-père qui était officier de marine. Donc, je pense que, comme je disais, on doit pas fonctionner aussi en silo. Là aussi, une grande force des Anglo-Saxons et d'autres pays d'ailleurs, c'est de cultiver un esprit de défense. Et donc de pas opposer les militaires d'un côté, qui pendant très longtemps étaient appelés la Grande Muette, et finalement, à part les appelés du service national, donc uniquement les hommes, à part ça, on connaissait on connaît encore très peu de notre armée, de notre défense. Et donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer, même dans une entreprise, et a fortiori non lié au secteur de défense comme Sonepar, on a un rôle à jouer pour cultiver cet esprit de défense. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique donc très tendu, qu'on a le concept maintenant de guerre hybride, ou en tout cas d'opérations hybrides, donc qui sont pas stricto sensu militaires, mais avec des attaques cyber. On voit aussi que le droit, notamment, et là on arrive à notre sujet, est utilisé de plus en plus comme une arme de guerre économique, donc avec le concept de lawfare, le lawfare, l'utilisation du droit à des fins géopolitiques. Ça a été théorisé par un général d'ailleurs américain en 2001. Donc c'est quelque chose qui a été pensé aux États-Unis, qui est pensé maintenant dans d'autres pays, et qui commence d'ailleurs à être pensé, et tant mieux, au niveau de l'Union européenne, puisque le fameux RGPD a une essence quasi extraterritoriale. Donc c'est un peu une réponse salutaire de l'Union européenne à cette tendance
anglo-saxonne et pas que. D'accord. Merci pour ces explications. C'est en effet extrêmement intéressant et différent en tout cas de votre métier principal. Et depuis le début de l'année, vous êtes aussi membre du comité des sanctions de l'H2A, la Haute Autorité de l'Audit. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce que c'est? Oui, donc la commission des sanctions de la Haute Autorité de l'Audit, en fait, c'est la commission qui va être saisie d'un certain nombre de cas par la Haute Autorité et qui va amener à prendre des décisions de jugement, en quelque sorte, de sanctions éventuelles à l'égard, donc traditionnellement, des commissaires aux comptes qui auraient failli à leurs obligations professionnelles déontologiques. Et ça, c'est donc la H2A est un succès d'année, donc a pris la succession du Haut Conseil au Commissariat aux comptes, et aussi maintenant de prendre des décisions à l'encontre des auditeurs de durabilité qui auraient également failli à leur mission. Donc c'est plus large que les commissaires aux comptes, puisque ça peut englober un certain nombre de sociétés habilitées par le COFRAC, les avocats, les experts comptables. Donc voilà, c'est passionnant parce que c'est une dimension juridique un peu nouvelle pour moi. D'accord. Quelque part, en participant à cette commission des sanctions, je passe un petit peu de l'autre côté de la barrière. Et ça aussi contribue à élargir l'horizon que j'évoquais tout à l'heure et donc à casser un petit peu les lignes de nage. D'accord. Et justement, une question me vient. Est-ce que c'est ça être entrepreneur, et notamment entrepreneur du droit? C'est-à-dire que vous avez votre carrière de directeur juridique, puis aujourd'hui secrétaire général. Vous avez fait l'IHEDN, pardon. Là, vous êtes au sein de la Haute Autorité de l'Audit. Est-ce que c'est ça, justement, avoir des projets annexes à votre carrière principale? Est-ce que c'est ça être entrepreneur? Oui, après voilà, moi je pense qu'il faut pas se contenter entre guillemets de rester dans son sillon de profession de juriste ou d'avocat ou de juge, peu importe laquelle. D'ailleurs, et même ce que je dis est probablement valable au-delà du droit, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, je pense que c'est important d'ouvrir son champ de problématiques, d'être confronté à des nouveaux sujets. Et donc je pense qu'on doit effectivement on doit un peu gérer sa carrière juridique, un peu comme un entrepreneur. Et je pense qu'il faut pas être frileux, il faut au contraire aller vers d'autres matières, d'autres personnes, d'autres instances. C'est par exemple la H2A, c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais qui est passionnant et qui permet aussi de rencontrer d'autres personnes, notamment d'autres personnes. Là, je suis avec un professeur de droit, notamment avec un commissaire aux comptes de renom. Donc, ça permet d'élargir aussi son réseau, ses interlocuteurs, et donc de s'enrichir, je pense. Et aussi de rendre un petit peu ce qu'on a fait. C'est un peu l'idée de give back, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'il faut aussi à un moment restituer un peu. Là, on a eu la chance d'acquérir un savoir, d'avoir eu des mentors, des gens qui vous ont fait confiance, tout un écosystème. Et donc, je pense que c'est aussi important de rendre à cet écosystème. Je pense que c'est une question d'éthique élémentaire. Ok. Merci en tout cas de nous expliquer ça et surtout de le faire pour toute la communauté juridique. Là, vous avez un petit peu expliqué déjà à travers tous vos projets annexes et puis aussi votre métier au quotidien qu'évidemment le droit occupe encore une place importante, mais je sais pas si vous pouvez quantifier ou expliquer quelle place ça occupe. Est-ce que ça reste quand même... on voit qu'il y a une vraie passion pour cette matière-là qui est aussi le fil conducteur de votre carrière et de vos projets, mais est-ce que ça reste quand même une très grosse place justement dans votre quotidien? Oui, le droit de toute façon régit et gouverne et régule de plus en plus nos sociétés. Alors nos sociétés au sens entreprise, mais plus largement au sens de la cité, nos cités. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Il y a eu l'internationalisation des échanges, et il faut y donner un cadre quand même commun. Il faut le réguler. Il y a aussi quand même l'influence des anglo-saxons, qui d'ailleurs accompagne cette internationalisation des échanges, où donc on sait que la place du droit est historiquement très très forte. C'est un outil, un mode de régulation sociale qu'on est aujourd'hui en train d'absorber et d'ingérer, notamment au sein de l'Union européenne. Et puis il y a probablement une plus grande technicité des sujets. Si on regarde la technicité des sujets cyber, mais même dans un autre domaine, le reporting extra-financier qui devient quand même extrêmement ardu. Si on prend CSRD, les 1178 fameux data points, il faut quand même avoir une grande technicité, une grande, expertise de tous ces sujets. Et donc le droit, devient maintenant un peu une pierre angulaire du fonctionnement de l'économie et même de la politique au sens plus large du terme. Et donc je trouve ça passionnant. Et ensuite, dans le domaine juridique, il y a beaucoup d'évolutions. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a un peu plus de 25 ans maintenant, la matière phare était les fusions-acquisitions. Aujourd'hui, bien sûr, ça reste une matière très importante, mais qui s'est beaucoup normée. Aujourd'hui, les fameux SPA, donc les contrats d'acquisition, de cession
d'entreprises se sont quand même notoirement normées, les lettres d'intention aussi, les accords de confidentialité, les NDA. Donc aujourd'hui, ce sont des processus très normés. Les due diligence checklists, on réinvente plus tellement la roue. Maintenant, on a quand même des dispositifs, des outils sur l'étagère. Ça reste compliqué, mais ça s'est beaucoup normé. Ensuite, il y a eu une phase, moi j'ai trouvé qui était très portée vers les contrats internationaux, l'internationalisation au sens large du terme, le droit international aussi. Et là, maintenant, on est vraiment tourné, je le disais tout à l'heure, vers la RSE et plus spécifiquement le devoir de vigilance, avec un foisonnement des textes européens qui rend honnêtement la matière très difficile à suivre, même pour les grands groupes bien outillés comme le mien, avec la taxonomie, la CSRD, la CS3D, le projet de texte sur la prévention du travail forcé. Donc ça devient quand même extrêmement challenging de gérer de front tous ces textes qui arrivent à peu ou prou en même temps et qui sont sur des matières a priori communes, la RSE, mais qui en réalité ne se parlent pas forcément très bien. Donc il n'y a pas une très très grande articulation entre tous ces textes. Donc là, il y a un grand défi pour toutes les entreprises, notamment européennes. Et forcément, votre quotidien et donc, ça influe sur notre quotidien. Et on peut s'en réjouir, puisque effectivement, ça rend les fonctions des juristes, je dirais, d'autant plus précieuses pour les entreprises. Et alors, revenons un petit peu à vous. Quelles sont vos propres inspirations? D'ailleurs, pas forcément juridiques. Est-ce que vous avez des choses qui vous inspirent dans la vie en général? Moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire, donc j'essaie de lire dès que je peux sur ces sujets. Et justement, j'ai 3 enfants en relatif bas âge et je suis un petit peu inquiet parce que l'histoire, la géographie, on sent que la place n'est plus aussi importante qu'elle ne l'était, donc je veux pas être un peu conservateur mais or c'est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a des si on regarde la situation au Proche-Orient, ça découle de faits, de situations, de décisions qui ont pu avoir lieu il y a plusieurs décennies. Et si on n'a pas un peu appris ce qui s'était passé en 1948 ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir du mal à comprendre la situation d'aujourd'hui et potentiellement les événements de demain. Donc je pense que ça c'est très important. Voilà, par exemple, et puis ce qui m'inspire aussi, puisque en préparant un peu cette édition, vous m'aviez posé la question un peu quelles sont les personnes qui peuvent m'inspirer. Et finalement, en réfléchissant pendant le week-end à la question, je me suis dit que c'était des enseignants. Peut-être que je suis fils d'enseignant, mais finalement, ce qu'on arrive à faire pendant une carrière, il faut pas oublier que c'est le fruit d'une sédimentation de savoir, de savoir-faire. On a acquis quand même beaucoup au départ à l'école, donc l'école de la République. Et donc, on a eu des enseignants. Moi, j'ai eu la chance, je pense, comme tout le monde, d'avoir essentiellement des enseignants très compétents, très dédiés. Et finalement, ce qu'on est aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Donc voilà, je leur rends hommage. Oui, merci pour cet hommage du coup. Voilà. Je ne savais pas en effet ce que vous alliez répondre. Donc merci beaucoup pour ce partage. Et voilà, ceux qui nous écouteront, parce qu'il n'y a pas que des juristes qui écoutent ce podcast, il y a aussi d'autres personnes. Donc j'espère qu'il y aura des enseignants aussi qui écouteront ce podcast et qui seront contents de cet hommage en tout cas. Une question un peu curieuse, en tout cas pas curieuse, en tout cas pleine de curiosité. Si vous n'avez pas été directeur juridique ou aujourd'hui secrétaire général, quel métier auriez-vous aimé exercer, Olivier? Alors j'aurais bien aimé exercer le métier de la profession de pilote de rallye. Ah, ok, j'attendais parce qu'en fait Olivier n'a pas voulu me dire avant de commencer sa réponse. Alors, ok, pilote de rallye. Pilote de rallye. Moi, je suis passionné par le sport automobile. Alors je sais que c'est plus tellement dans l'air du temps, mais je pense que j'aime bien à la fois l'aspect vitesse dans le rallye et à la fois la précision, justement, et peut-être le côté rigueur. Il faut être extrêmement précis, avoir le geste précis au bon endroit, le freinage au bon moment, aborder le virage de la façon appropriée. Donc voilà, il y a ce côté à la fois, je dirais, vitesse, puissance et aussi précision, rigueur. Et donc voilà, j'aurais bien aimé idéalement. Mais quand j'ai dit ça à ma mère notamment, quand j'étais déjà en primaire quand je voulais faire ça, elle m'a pas beaucoup encouragé dans la voie. Je pense que ça l'inquiétait plutôt. D'accord. Donc je pense qu'elle est très contente que j'ai fait du droit. Oui, c'est pas ce sont des enjeux extrêmement importants, mais peut-être un peu moins dangereux en tout cas sur le circuit. Ouais, absolument, oui, absolument. Okay. Et vous pratiquez ou vous regardez toujours? Non, mais bon, je regarde à la télé, je suis, et puis quand je vois une belle voiture dans la rue, je m'arrête. ça s'ennuie un peu ma femme, mais. Donc ça reste quand même quelque chose qui vous passionne aujourd'hui encore. Exactement. Super. Et alors vous avez déjà donné pas mal de conseils durant cette interview, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous avez débuté, ou même aujourd'hui que vous aimez donner à vos équipes?
Je pense déjà quand on est étudiant, et c'est une bonne chose maintenant, parce que c'est beaucoup plus le cas que, entre guillemets, à mon époque, c'est vraiment multiplier les stages. Et mon conseil, même si on sait qu'on veut être avocat, qu'on va en tout cas démarrer en tant qu'avocat ou en tant que juriste ou en tant que, magistrat, commissaire de justice, je pense qu'il faut faire des stages, à mon sens, dans différents environnements. Donc si on fait des études de droit, je pense qu'il faut faire 1 ou 2 stages en entreprise, dans une autorité administrative ou dans le domaine judiciaire, dans une ONG, en cabinet d'avocat. Je pense que même si on a déjà un peu une idée déterminée de ce qu'on veut faire, de l'environnement juridique dans lequel on va vouloir évoluer, je pense qu'il faut profiter des études pour un peu tâtonner, au sens positif du terme, toucher un petit peu aux différentes organisations du droit, pour après affiner justement son choix. Et aussi après, quand on va évoluer dans un environnement donné, avoir quand même une connaissance des préoccupations, des enjeux, des facteurs de décision des autres acteurs du droit. Ça me semble important. Et ensuite, il va y avoir une décision, je pense, assez rapide à prendre. Est-ce qu'on va s'orienter vers la spécialisation, devenir l'expert en propriété intellectuelle, expert en M&A, expert en droit fiscal, ou est-ce qu'au contraire, on va rester plutôt généraliste du droit? Moi, c'est la voie que j'ai plutôt choisie, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Sous votre contrôle, Audrey, vous êtes spécialiste du recrutement. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on va opérer un choix dans une de ces 2 voies, au bout d'un moment, ça va être plutôt plus difficile si on veut changer. Donc il faut avoir conscience de cela. Et je pense qu'il faut aussi prendre le temps, quand on est avocat et quand on est jeune diplômé, prendre le temps d'aller rencontrer des acteurs du droit, leur demander de raconter ce qu'ils font, leur métier. Quand on est étudiant, parfois on a un peu des idées préconçues, et donc il faut vraiment aller vers les autres et aller à la rencontre des différents acteurs du droit. Voilà. Donc toujours avoir une grande ouverture, qu'on soit étudiant ou aujourd'hui juriste ou directeur juridique ou secrétaire général. Voilà. Et garder cette ouverture en tout cas d'esprit, comme je l'évoquais aussi, pour s'enrichir, aller vers des nouveaux sujets. Finalement, le droit, c'est un peu comme des dunes dans un désert, ça évolue, ça bouge. L'importance de la matière est croissante, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, les thématiques changent dans le temps. Donc, il faut aussi savoir s'adapter. Merci beaucoup, Olivier, pour ce retour d'expérience, pour ce partage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent moment, et merci beaucoup, Audrey. Très bonne occasion, comme toujours, de discuter avec vous et avec tous les acteurs du droit. Merci en tout cas, Olivier, pour le temps, pour tous ces précieux conseils. C'était un vrai plaisir et je suis certaine que les auditeurs auront eux aussi passé un bon moment quand ils auront écouté ce podcast. Et j'aimerais aussi tous vous remercier de nous écouter et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.